Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Radio Campus 106.6. Voilà, vous êtes à l'écoute de l'émission Derrière la vitrine, l'émission intersyndicale des syndicats étudiants et personnels des universités de Lille. Et voilà, donc en ce 10 mars, lendemain de mobilisation, d'une grande mobilisation nationale. Alors pour le moment, dans le studio, nous sommes deux. Donc, qui es-tu ? Tout à fait. Alors moi c'est Martin, je suis pas spécialement syndiqué mais je suis proche de tous les camarades de Sud là qui sont censés arriver. Et moi j'en profite donc de venir lors de cette émission syndicale que j'écoute depuis un moment qui est vraiment sympathique pour parler un peu de l'ambiance au niveau étudiant. Donc tu parlais de la manif, suite à la manif il y a eu une AG ce midi et un peu retranscrire l'ambiance actuellement sur Lille 1 au niveau des étudiants et la mobilisation qui est en train de prendre de l'ampleur en fait réellement. Super. Et moi c'est Benoît de la FERCSUP CGT Lille 1. Voilà, alors vous le savez sans doute, l'actualité est riche sur l'université. Non seulement il y a cette histoire de loi travail, mais en plus il y a les élections qui se préparent. C'est pour ça que l'état des forces, en tout cas au niveau syndicat des personnels, est assez faible aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de papiers à préparer en vue des élections. Mais voilà, on tient la barque en fait. On est là quand même. Tout à fait. Bah oui, on s'est retrouvé en fait avec une double mobilisation. Donc nous on a lancé une liste, la communauté de l'assaut, donc c'est un regroupement interassociatif et syndical. Donc il y a les étudiants, il y a l'UEC, mais il y a aussi toutes les associations qui travaillent autour de la maison des étudiants de Lille 1. Donc on peut voir des à la carte, on peut voir Artenbas, on peut voir la Mule. Donc là on prépare les élections donc du 22 mars. Mais en même temps, donc il y a cette lutte de loi du travail qui est arrivée comme ça, on l'a pas vu venir. Et aujourd'hui, on est beaucoup plus mobilisé contre cette loi pour son retrait, avec toutes les manifestations et les AG que ça engendre. Et les élections, faut y penser aussi, parce que aussi, ouais. Il y a quand même des enjeux derrière, malgré que l'université de Lille dans un an et demi, ça sera l'université de Lille 1 dans un an et demi, ça sera l'université de Lille et tout fusionné. Donc je pense qu'il y a vraiment un combat à avoir pendant cette une année et demie restante, ou pour préparer en fait que la fusion ne casse pas trop l'université, ne casse pas trop les étudiants. Oui, la fusion, c'est ce qu'on dit depuis des mois. Elle doit quand même se faire en donnant des garanties aux étudiants et au personnel, des garanties d'un service public de qualité, des garanties de travail qui se fassent dans de bonnes conditions, sainement et voilà. Donc c'est pour ça que les syndicats se battent sur l'université. C'est pour que enfin ça se passe en nous écoutant. Et en nous écoutant pour avoir des garanties sur le temps de travail, sur les lieux de formation pour les étudiants, sur les conditions évidemment les conditions de revenus pour les personnels. Enfin, il y a beaucoup de choses. On a zéro réponse à l'heure actuelle, et donc voilà, il faut que ça se dise, et les élections, c'est une excellente occasion pour remettre ça sur le tapis. Tout à fait, parce que c'est quand même passé assez inaperçu cette fusion. Quand même depuis le début, on en parle un peu, mais ça reste dans des bureaux de l'administration. On en parle peu quand même au niveau étudiants, salariés, au niveau démocratique. Alors, ils nous vendent quand même un processus super démocratique. On fait tout avec vous, c'est merveilleux, on va vous écouter. Alors, ils ont mis en place des groupes de travail, des groupes politiques. En l'occurrence, ça fait des mois qu'on n'a plus de nouvelles de rien. Je vais pouvoir t'en parler, j'ai participé à un des groupes, je vais pouvoir t'en parler. J'ai fait partie d'un groupe technique et j'allais y venir. En fait, je fais partie d'un groupe technique et visiblement, ce qu'on a proposé en fait n'est pas remonté jusqu'en haut en fait. Il y a des gens que ça n'intéressait pas, donc qui ont pris visiblement la décision de bloquer le truc. Voilà. Mais et toi de ton côté alors? Alors moi j'étais à la commission culturelle donc de la fusion de l'université. Donc là aussi c'était intéressant parce qu'on voyait que vraiment il y avait une dimension culturelle super conventionnelle, un peu comme on peut le voir à l'espace
culture qui font des très bonnes choses, mais une culture pas venant des étudiants, on va pas jouer sur les talents locaux, les talents étudiants, on va pas dans cette commission culturelle jamais on a parlé il parlait de maison de la culture, mais pour des conférences scientifiques, pour des choses comme ça, il n'y a pas de maison de la culture avec des ateliers artistiques où les étudiants peuvent créer en fait de maisons d'expression, un peu comme la maison des étudiants où il y a une scène de concert. Il n'y a pas toute cette dynamique là, donc on voyait qu'en commission culturelle c'était vraiment des grosses lignes sans trop de détails, et on arrivera vers en fait une programmation culturelle de l'université de Lille, là, de l'idée que moi ça a sorti, qui sera totalement contrôlée par une sorte de bureau culturel, et les étudiants n'auront plus leur mot à dire sur la programmation musicale ou artistique, ou même sur leur création eux-mêmes, quoi, pour la faire valoir. Moi c'est ça que je mettais en avant, il y a tellement d'étudiants sur l'université de Lille qui ont des talents dans tous les domaines, faut pouvoir les mettre en avant et pas seulement aller chercher des artistes à l'autre bout de la France qui coûtent je sais pas combien, alors qu'on a tout sur place. Moi c'était ça, j'appuyais là-dessus. Donc ça les a fait un peu, j'étais un des seuls étudiants, il y avait 3 étudiants à cette commission, j'étais un des seuls à un peu hausser le ton, et ça les a un peu surpris en fait, parce qu'ils s'attendaient pas à avoir une réaction comme ça. Ils sont tous déjà dans le milieu administratif, culturel depuis longtemps, et je trouve que c'est pas assez terre à terre en fait. Mais aujourd'hui, on peut rappeler quand même que la maison de la culture, c'est un lieu ouvert. Et qui est ouvert aux initiatives d'étudiants aussi, qui met à disposition des salles de répétition. Et il y a un pôle initiative culturelle qui s'appelle Initiative culturelle, et où on peut lancer des choses, on peut proposer des choses qui se fassent dans le cadre de la maison de l'espace culture, pardon, la maison de la culture c'est autre chose, mais voilà, aujourd'hui il y a des choses qui s'y passent quand même. C'est vrai que c'est intéressant que ce soit quelque chose qui puisse se garder, l'initiative des étudiants là-dessus, c'est vrai que c'est important. Et même la représentation, là, par rapport à cette fusion des universités, la représentation démocratique, donc des salariés, des enseignants ou des étudiants déjà sur l'île 1, c'est compliqué quand même. Il y a plus de 20 000 étudiants, après avec personnel et tout, je pense qu'on atteint les 30 000. La représentation au sein des instances de la fac est déjà limitée. On imagine dans une fusion des universités, on comprend une université encore plus grosse. Alors là, les gens qui te représenteront sont tellement loin, quoi. Oui. Et au niveau de la FSU et de la CGT, ce qu'on demande depuis, c'est pas pour les élections, hein, on le demande depuis plus de 6 mois déjà, c'est une consultation des personnels par rapport à cette fusion, parce que on peut pas rester en prenant des décisions en haut et en disant maintenant on va claquer des doigts et vous allez le faire en bas. Ça se passe pas comme ça à l'université, et c'est dommage qu'il y en a qui le pensent encore. Et voilà. L'université n'est pas une entreprise en fait. C'est ça reste la fonction publique, et on n'a pas, parce que là tu parlais tout à l'heure des filières, dans cette fusion d'universités, il y a une logique un peu de rentabilité. Parce que les universités sont de plus en plus, on va dire, privatisées, ils doivent eux-mêmes trouver leurs moyens de fonctionner, et donc ils vont un peu voir une logique de rentabilité sur certaines filières. Par exemple, les ressources humaines, à court terme, c'est pas très rentable, ou les sciences fondamentales, à court terme, ils disent ça va pas rapporter de l'argent, alors que les sciences appliquées, que les entreprises eux financent les recherches, là ça rapporte de l'argent à court terme, mais dans 10 ans ils seront bien emmerdés quand la recherche fondamentale n'aura plus de financement, n'aura pas pu avancer. La recherche appliquée sera bloquée dans 10-20 ans, et là c'est vraiment, là faut tirer la sonnette d'alarme, parce que ça se passe partout en France où on va investir dans des choses où on sait que ça rapportera de l'argent à court terme. Et c'est triste d'en arriver là dans un pays comme la France, avec une fonction publique comme bien développée, où on avait la chance d'avoir accès à l'éducation, à l'enseignement jusqu'à tard, quand même jusqu'à l'université. Et là on voit des frais d'inscription augmenter. On n'a pas envie de ressembler à l'Angleterre ou au Canada, là, comme il s'est passé il y a quelques années avec le coup des carrés rouges. On voit les frais d'inscription augmenter, en fait une sélection dès l'entrée de l'université très très forte. Oui. Et voilà, on est de retour sur Radio Campus 106.6, l'émission Derrière la vitrine, l'émission intersyndicale des syndicats d'étudiants et de personnel de l'université. Alors voilà, je voulais savoir si tu étais allé hier à la manif. À la manifestation, donc comme certains slogans le disaient, le temps est pourri comme la loi. Il faisait un peu frais, mais par contre on a eu quand même du monde. Là on parle à 5 à 10 000 personnes dans les rues de Lille, tout âge confondu, c'est ça qui est intéressant. On voyait des lycéens, il y avait des mouvements de lycéens, beaucoup d'étudiants et des salariés aussi de toutes les composantes différentes qu'on a pu retrouver. C'était un
une bonne manifestation qui a changé un peu son parcours là sur l'île, qui a rassemblé beaucoup de gens. Il y en a une nouvelle donc appelée par les étudiants là. Par contre, ça se passera jeudi 17 mars, on sait pas encore l'itinéraire, mais ça va bientôt tomber. Et donc la prochaine manifestation appelée par la direction, par les directions syndicales, c'est le 31 mars. Nous, à notre goût, on pense que c'est bien trop éloigné et que pour obtenir le retrait total de cette loi, il va falloir se mobiliser beaucoup plus rapidement. Donc c'est pour ça que les étudiants là prennent les choses en main au niveau de leur université, à faire des AG et à proposer donc cette date étudiants lycéens aussi, je pense, pour jeudi prochain, le 17. Donc ne rien lâcher avant le retrait de cette loi, et d'ici le 17, il y a des AG qui s'annoncent. Il y a une AG qui s'annonce mardi prochain pour les étudiants de Lille 1 ou d'autres universités qui nous écoutent. Ça se passera à 12h30 à l'Amphi Cauchy, sur le bâtiment M1. Donc ça c'est assez traditionnel depuis très longtemps. Et il va aussi avoir donc une manifestation sur l'université Lille 1 avant jeudi, donc jeudi 17, juste avant de partir en manifestation sur l'île. Donc pour les étudiants qui nous écoutent, rejoignez-nous, renseignez-vous via Facebook. Il y a un groupe, donc c'est étudiants-E-S mobilisés -E-S contre la loi travail. Ça c'est un premier groupe sur Facebook. Il y a aussi une adresse mail étudiants mobilisés contre la loi travail qui s'est créée, où il y a toute l'information qui circule, du moins sur la Lille 1. Après, si vous êtes sur d'autres universités, renseignez-vous, ça bouge aussi de votre côté. On tient à rester quand même un mouvement sans étiquette, parce qu'il y a des gens, il y a plein de militants de plein de partis ou de syndicats dans les mouvements, mais il y a aussi plein d'étudiants non cartés, et donc cet ensemble, cette force-là a souhaité, du moins sur l'ILA, rester sans étiquette pour pouvoir avancer de manière démocratique. Et on l'a vu encore, là c'était la 3e AG qu'on organisait. Ça s'est super bien déroulé, vraiment très démocratique, avec énormément d'avis, et donc beaucoup de, il y a eu beaucoup d'actions qui ont été votées. Donc le coup des petits déj le matin pour aller informer les gens de vraiment qu'est-ce qu'est cette loi, le coup des tractages, là il y a les camarades de Sud et d'autres qui, ça fait une semaine, ils tractent tous les matins, soit en amphi, soit au métro, et ils vont expliquer en amphi avant que le cours commence aux gens ce que c'est vraiment le danger de cette loi. Et je pense qu'on va le rappeler pendant l'émission aussi. Il y a à dire, de toute façon c'est très marrant aussi, moi ça me fait toujours très rire quand on en parle. Et donc d'autres mobilisations qui s'annoncent, là les manifs sur la fac, et peut-être du blocage qui arrivera selon le rapport de force, mais dans tous les cas il est clair et net que les étudiants ne lâcheront pas et les rangs augmentent. Que le gouvernement prenne peur. C'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, au niveau des organisations syndicales de personnel, ce qu'on peut dire, c'est que le choix qui a été fait, qui remettait un peu en cause, ça a été de préparer les mobilisations. Derrière, on s'est greffé sur celle qui démarrait le 9, il n'y a pas eu de problème là-dessus. Voilà, on a juste peur de se faire tirer dans le dos, encore une fois, par certains syndicats qui auraient la plume facile pour se mettre d'accord un peu trop vite. CFDT. Ouais, on ne dit pas de mal. On ne dit pas de mal. Voilà, le but c'est effectivement d'avoir le retrait de la loi, parce que voilà, il y a rien de bon. Il faut tout est à jeter. Donc on va commencer par là, et puis après, s'ils veulent vraiment une loi travail, la CGT a des propositions. On l'a fait savoir. La ministre a été mise au courant. On a des propositions, elle a tout sur son bureau, c'est pas compliqué. Elle peut faire un copier-coller, elle l'a fait pour les propositions du MEDEF, je propose qu'elle le fasse avec les propositions de la CGT. Ce sera beaucoup plus intéressant pour nous. Je rigole dessus depuis hier, mais faut pas oublier, Pierre Gattaz a lancé une pétition pour la loi travail. C'est pas Pierre Gattaz qui l'a lancé, non, comment il s'appelle? Un ancien d'un institut de sondage. Donc il a eu le nez fin en lançant son truc. Effectivement, ça a été signé. Comment il s'appelle celui-là? Je ne sais plus. Bref, je sais pas s'il travaillait pas pour la Sofres ou un truc comme ça. Et en fait, je sais plus. Il a eu combien de signatures? 20 000, un truc comme ça. Mais on voit vraiment que Pierre. Moi, j'ai vu en fait que Pierre Gattaz, donc patron du MEDEF, faut le rappeler pour ceux qui connaissent pas, avait signé cette pétition et a appelé à la signer. Donc ça permet en fait. Là, je rigole dessus, mais c'est pourquoi je dis ça. Ça permet vraiment d'illustrer comment la politique du gouvernement est, qu'est-ce que la politique du gouvernement et par qui elle est soutenue quand même. Quand on voit une politique du gouvernement socialiste soutenue par le PS, avec une pétition soutenue par le PS
pour cette loi, alors qu'il y a plus d'1 million, 200 000 signatures contre. Hier, on estime à 200 000, 300 000 personnes dans les rues en France. Je sais plus, entre 250 et 500 000 personnes. D'accord, ça va, je restais dans la fourchette. Ouais. Et on voit quand même que, malgré un gouvernement socialiste, bon, je pense que tout le monde l'a encore entre la gorge, cette politique depuis 4 ans, cette politique anti-travailliste, anti-salariale et pro-patronat du gouvernement, on l'a depuis 5 ans, mais là c'est l'épée Damoclès. C'est vraiment même il y a un article du Monde ou du Figaro qui était titré la droite n'a pas osé, le Parti socialiste le fait, quoi. Oui, mais c'est dramatique, mais c'est quand même, on peut pas non plus dire qu'on l'avait pas vu venir, en fait, hein. Il y a eu l'ANI, l'accord de négociation interprofessionnelle. L'été dernier, ils se sont amusés à détruire les CHSCT des entreprises privées. Ça fait, ils ont poursuivi, pour les personnels de la fonction publique, ils ont poursuivi le gel du point d'indice. Voilà, quoi. Voilà, ils avançaient plus masqués depuis un moment quand même. La loi Macron, effectivement, où tout va à l'encontre du bon sens encore. Même en termes d'action, on a vu là par exemple, ces dernières semaines, là, on a entendu il y a quelques mois, il y a eu l'affaire Air France, et il y a quelques semaines, là, on apprend qu'il y a des condamnations contre des salariés d'Air France, donc qu'il faut expliquer aussi la violence du patronat pendant ces grèves à Air France, qui était prêt à mettre 1200 salariés à la porte. Et donc là, on dénonce la violence des salariés qui, en fait, ont pas envie de perdre leur emploi, quoi. Et on les condamne. On va les chercher à 6h du mat chez eux d'une manière abusive. Ou sinon, autre exemple, les salariés de Goodyear qui ont réquisitionné séquestré leur patron pendant 12 heures dans leur bureau. Le patron a enlevé sa plainte, mais c'est l'État qui poursuit. Donc là c'est plus grave, c'est l'État qui poursuit, qui condamne à 9 mois de prison des salariés de Goodyear qui voulaient seulement défendre leur emploi, pouvoir nourrir leur famille, pour avoir un avenir décent, quoi. En France, quand même, on parle de la 6e puissance mondiale. Aujourd'hui, il y a tellement de gens qui galèrent et qui sont sous le seuil de pauvreté. Donc des gens qui se défendent leurs droits et qui on condamne. Donc c'est pour ça, là j'illustre ça, l'État soutient quand même le patronat en disant aussi les gens qui se battront pour leurs droits, nous on va pas les soutenir et au contraire on va même les condamner. Même si leur plainte a été enlevée au niveau du patronat, c'est l'État qui va poursuivre quand même. Non, on fait pas ça. Donc là vraiment il va falloir montrer à l'État à travers les mouvements sociaux, à travers les manifs dans la rue, que non, le salariat, les travailleurs, les futurs travailleurs, donc étudiants, n'accepteront pas que le patronat prenne le pouvoir sur l'État, parce que là clairement c'est l'impression que ça me donne après c'est mon point de vue. Ah oui, on donne carte blanche au patron pour poursuivre les salariés qui seraient un peu trop rouges ou un petit peu trop syndiqués. Rouge, ça n'a rien à voir avec le vin, c'est un peu trop syndiqué, un petit peu trop revendicatif. On donne carte blanche au patron, on leur dit allez-y tapez. De toute façon vous risquez rien. D'autant plus avec la loi El Khomri là qui limite et qui plafonne les indemnités prud'homales, pardon. Les mots m'échappent. Voilà, il limite ça, alors que clairement, ça c'est pour des patrons voyous. Par exemple, effectivement, si on licencie une personne parce qu'elle s'est syndiquée, dans ce cas-là, elle va aller au prud'homme et elle va dire vous vous rendez compte, c'est une entrave au droit de syndicalisation, et donc là il y aura des indemnités prud'homales. Et c'est ça qu'on plafonne en fait. On plafonne alors que c'est les patrons qui font ça sont des voyous. Et en plus, les plafonnements sont devenus ridicules, si je me souviens bien. Après je pense que si ça fait moins de 2 ans que tu es dans l'entreprise, tu auras une indemnité pendant 2 mois. Et si ça fait 20 ans que tu es dans l'entreprise, ton indemnité, elle est de 15 à 30 mois, quelque chose comme ça. Mais vraiment une indemnité ridicule. Oui. Et en fait, dans tous les codes, le code pénal, tout ça, l'indemnité compense le préjudice, en fait. C'est une règle. Et donc, à partir du moment où on plafonne, on n'est pas sûr
de compenser le préjudice. Donc on entube les gens clairement. Imaginez que vous faisiez ça pour, j'en sais rien moi, pour un vol. À ce moment-là, autant aller piquer chez Cartier. Et puis imaginez pour un vol de bijoux, on plafonne à 15 000 euros. Ça tombe bien, je suis parti avec 15 millions, on va pas s'embêter. Imaginez qu'on fasse ça pour le code pénal, quoi. Enfin, alors pourquoi est-ce qu'on s'autorise à le faire pour le code du travail? Non, c'est honteux. Voilà, rappelons que le code du travail, on nous en fait encore tout un pataquès. Le code du travail, c'est pas un truc illisible de 3000 pages, c'est un truc de 600 pages dans lequel il y a nos droits dedans. Il y a nos droits, il y a ce qu'on a le droit, ça cadre notre travail. On n'est pas dans une relation de confiance avec son patron le matin quand on part. Non, on sait sur quoi se baser. On se base sur le code du travail. Le patron, il a des droits, il a des devoirs, et le salarié aussi. Et à partir de là, on peut discuter et tout se passe bien plus sereinement que si ça se fait à l'arrache. Voilà. Je vais peut-être faire juste un petit ajout sur le code du travail. Donc on voit que ça fait quand même plusieurs mois, voire même peut-être 1 ou 2 ans que on entend souvent dans les médias parler du code du travail, comme quoi il est trop lourd, comme quoi il est lésif, comme quoi il faut le simplifier. Écoutez David Pujadas aussi. Donc, Pujadas qui pose le code du travail sur sa table là, à son journal télé. C'est marrant parce que déjà il prend le code du travail annoté, donc il est déjà plus gros. Et si par exemple on mettait le code du commerce à côté de ce code de travail, le code du travail paraîtrait ridicule. On dirait un bouquin de poche à côté. Donc moi je trouve ça absurde quand les journalistes sont de mèche avec l'État et le patronat pour vraiment faire passer ça dans la tête des gens, comme quoi c'est trop compliqué en tapant le livre sur son bureau de son journal télé. Je trouve ça abusé. Et il faut le rappeler, le droit du travail. Le droit du travail, il a été acquis tout au long de la fin du 19e, tout au long du 20e siècle, suite à des luttes sociales. Parce que certes, il y a des profs de droit qui vont dire c'est l'État qui a amené aux lois du travail. Par exemple, en Angleterre, l'État n'a pas eu le choix parce qu'il y avait toute sa jeunesse qui était déglinguée en usine. Faut s'imaginer que le temps de travail était énorme, qu'il n'y avait pas de congé, il n'y avait rien de tout ça. Donc il n'y avait plus personne pour faire ses armées, il y avait plus les ouvriers ne faisaient même plus d'enfants à la fin du 19e siècle en Angleterre, à Londres, parce qu'il n'y avait pas de code du travail, parce qu'il n'y avait aucune réglementation, et donc tous les ouvriers mouraient à 35 ans, 40 ans. Il faut se dire que l'espérance de vie d'un esclave athénien était plus longue qu'un ouvrier londonien. Donc ce code du travail, il faut s'imaginer comment il s'est acquis suite à des luttes sociales, et c'est ce qui permet de contrer, en fait, il y a une subordination entre le patronat et le salariat. Il faut s'imaginer que le patronat lui dispose en fait il y a une injustice économique en faveur du patron, puisqu'il dispose des moyens de production. Et le salarié, lui, dispose de sa force de travail. Donc le code du travail a été inventé pour contrebalancer cette injustice économique en faveur du patron, où là, il y aurait une sorte d'injustice juridique en faveur du salariat, ce qui permet d'avoir une égalité, en fait. Et là, c'est vraiment ce qui déglingue. Donc là, tu parlais, par exemple, des indemnités prud'homales. Il y a aussi tout le côté accord de branche. Je pense on va peut-être en reparler après, une petite pause musicale. Mais les côtés accord de branche, là, on voit où vraiment il y a une négociation directe entre le patron et les salariés, en fait. Et ça repose plus sur un code. Donc ce truc-là de subordination entre salariés et patronat qui est mis à égalité grâce au code du travail disparaît. Donc on a plus de démocratie avec ces accords d'entreprise directs. Moi, je pense que non. Je pense qu'on pourra en parler après et détailler un peu plus avec des cas, avec des exemples, des cas particuliers, parce que faut s'imaginer que il y a je sais plus c'est quelle entreprise, mais le patronat a voulu proposer donc de travailler 37 à 39 heures, mais payer 37. Parce que sinon l'entreprise avait fermé, difficultés économiques et tout. C'est ce que la loi va permettre. À l'heure actuelle, pour que ça soit validé, il faut l'accord d'un inspecteur du travail. Ça disparaît. L'inspecteur du travail, il y en a déjà plus nombreux en France. Alors en plus, là, on n'aura même plus besoin de leur accord. On peut être sûr que leur disparition est proche. Et donc là, il avait l'accord de l'inspecteur du travail. Il a fait un référendum dans l'entreprise, donc on va dire accord d'entreprise, vraiment au sein même de l'entreprise. Et
quand le patron dit aux salariés, soit je délocalise, je ferme la boîte, soit vous bossez 39, payez 37, on peut être sûr que l'accord va être accepté par les salariés. Donc c'est un peu cette escroquerie-là, les patrons voyous, comme tu dis, qui vont jouer sur la peur du chômage, qui vont jouer sur tout ce côté-là de précarité chez les salariés, qui fait peur aux salariés, et donc qui vont dire oui pour être sûr de garantir un minimum de salaire, mais un jour on n'aura plus rien, quoi. Ouais, c'est le vrai risque de cette inversion de la hiérarchie. C'est terrible. Là, c'est la loi qui prévaut. Après, ce sera l'accord local qui prévaudra, et donc les salariés seront invités à se prononcer le pistolet sur la tempe. Et vous êtes de retour à l'écoute de Radio Campus 106.6, l'émission Derrière la vitrine, l'émission intersyndicale des syndicats d'étudiants et de personnel de l'Université de Lille 1 et des autres universités, enfin plus largement en tout cas. Voilà, donc on vous a parlé un peu de la mobilisation qu'il y a eu hier par rapport à la loi travail, et j'aurais aimé revenir un tout petit peu sur une réunion, à nouveau une réunion formidable et merveilleuse, comme je dis à chaque fois, où j'ai été invité par l'administration, un comité technique de l'université. Donc pour rappel, c'est le lieu où se discute l'organisation du travail, et pour l'organisation du travail, les conditions pour les personnels de l'université. Et donc ce matin, on a parlé de la création de la faculté des sciences de notre université. Et donc cette faculté des sciences, en fait, ça serait faculté, vous savez tous que depuis 1968, ça n'existe plus. Mais on aime le rétro, sans doute, à Lille 1. Donc, on aime aussi surtout ce qui se fait à Lille 2, j'ai l'impression. Et donc, on a décidé de faire une faculté. Et la faculté des sciences regrouperait, grosso modo, beaucoup d'UFR, c'est-à-dire maths, sciences de la vie, sciences de la terre, physique, IEA, bref, la faculté des sciences, ça serait vraiment le gros truc. Il resterait 4-5 UFR à côté, donc légalement parlant, ça serait une UFR, une unité de formation et de recherche, mais on l'appellerait faculté parce que ça serait le truc énorme, et donc il y aurait une gouvernance incroyable avec des chefs, des sous-chefs, des sous-sous-chefs, et voilà, un chef des sous, un chef de la formation, un chef de la recherche, voilà de quoi donner une bonne place à beaucoup de monde. Et donc la semaine dernière, on avait été convoqués déjà sur le même sujet, et à l'unanimité des organisations syndicales, l'unanimité, c'est-à-dire même celle que tu citais tout à l'heure, nous avions dit non, faut peut-être pas exagérer en fait. Et donc nous avons été reconvoqués cette semaine pour demander est-ce que vous êtes sûr que c'est non? Et donc ils nous ont sorti un autre document, parce qu'ils nous avaient sorti un document dont on avait parlé rapidement la semaine dernière, un document qui était indigeste, qui contenait des dispositions qui étaient vraisemblablement pas légales, c'est-à-dire que les conditions d'hygiène et de sécurité étaient pas gérées par le CHSCT, mais étaient gérées en interne des facultés. L'avancement des personnels était plus géré au niveau de l'université, mais était géré au niveau des facultés. Enfin, on arrivait vraiment sur des dispositions qui étaient pas envisageables. Donc c'était ça qui nous avait surtout valu de dire non, même si leur discours à eux, c'était de dire oui, mais ce document ne vaut rien. Bon, pourquoi vous nous l'avez donné alors? Pas de réponse. Donc, mais en fait, voilà, pourquoi faire une faculté? C'était surtout la question. Et en fait, faire une faculté, le but, c'est quand même, on nous l'a redit, c'est quand même l'université de Lille. Et pourquoi l'université de Lille? C'est parce que l'IDEX encore, l'IDEX toujours. À tes souhaits, Philippe.
Et c'est l'IDEX qui fait encore l'alpha et l'oméga de la politique de cette université. Et ça commence à être un petit peu fatigant de pas voir un petit peu plus loin que 15 millions d'euros. Voilà. Donc ce matin, ils sont revenus avec un document refait en disant pardon, le document d'avant il compte vraiment pas, et on va se tenir sur ce document dans lequel il y avait rien du tout en fait, juste la création d'une assemblée constituante. Alors, dans l'Assemblée constituante, comme l'a fait remarquer Charles Suquet de la FSU, il manquait juste le tiers-État, en fait. Voilà, donc parce que il y avait été représentés les directeurs du FR, les directeurs de labo, les directeurs de formation, et les responsables administratifs et financiers, mais les autres personnels, ils n'étaient pas représentés. On leur demandait juste vaguement leur avis dans des assemblée générale au cours de demi-journées banalisées où on allait discuter gentiment de tout ça ensemble. Voilà, donc ils ont obtenu aujourd'hui, ils sont pas repartis les mains vides, ils sont repartis avec 2 voix pour, 2 abstentions et 6 votes contre. Ce qui est dommageable, j'ai eu l'occasion de le dire, c'est que l'administration n'écoute pas l'avis du comité technique. C'est un avis consultatif. Le président m'a répondu que si c'était une préoccupation, l'avis du comité technique, et qu'à une fois il y avait eu un conflit. Et en fait, non, il n'y a pas eu un conflit une fois. À chaque fois qu'on vote contre, l'administration passe outre. Donc voilà, la preuve en est, c'est que demain, ce projet de faculté sera présenté au CA. Donc, qu'ils ne me disent pas encore une fois qu'ils se sont préoccupés de l'avis du CT, ils s'en sont moqués encore une fois. Cet avis passera demain au CA parce que tout le monde est, en dehors des organisations syndicales, est bien d'accord pour tout faire ensemble, malgré les oppositions de façade qui ont lieu pendant cette campagne électorale, et que c'est un peu dramatique. Mais voilà. Voilà ce que je voulais dire à propos de ce comité technique. Bah, c'est très très intéressant ce que tu dis, parce que là on parle quand même de comités consultatifs qui ont un droit de vote réellement qui vaut pas grand chose en fait. C'est pour un peu donner une illusion de participer à la vie politique de la fac, mais en fait non, puisque en fait, mot, c'est le CA. Voilà, ça peut être pris de plein de façons différentes, et en tout cas au moins deux façons. Soit c'est juste un passage par le comité technique, donc comme on l'a déjà dit, ça ressort dans le même état que c'est rentré, quoi. Hein. Et en l'occurrence, c'est cette méthode-là qui est utilisée. Soit ça peut être utilisé comme une vraie instance de négociation et de discussion et de prise en compte des aspirations des personnels. Mais c'est pas du tout ça qu'on voit depuis des années et des années. Hein. Voilà. Oui, mais je vois, on a un peu le même système de consultation avec la maison des étudiants, où la maison des étudiants, c'est géré par les étudiants pour les étudiants, mais aussi il y a quand même des personnels administratifs qui va s'occuper de gérer cet ensemble d'associations qui travaillent sur la maison des étudiants. Donc il y a un conseil permanent et un conseil d'orientation. Le conseil permanent, c'est un peu pareil, il a son mot à dire, mais c'est que consultatif. Il peut voter des choses qui seront proposées en conseil d'orientation, mais par contre les membres qui composent le conseil permanent, souvent c'est des gens des associations qui travaillent autour de la maison des étudiants. Et une fois arrivé au conseil d'orientation, où là il y a plutôt des représentants administratifs, il y a encore des représentants étudiants, mais beaucoup moins, étant donné que c'est des élus. Et là en fait le conseil d'orientation prend ou pas ce qui a été dit en conseil permanent et vote en fait ce qui les arrange. Ça va pas aller plus loin, ils vont pas s'arrêter sur tout ce qui a été dit le conseil permanent. Voilà, donc la preuve que la démocratie au sein de l'université, ça doit être un vrai souci, et malgré tout, en dehors des cadres légaux, il est possible d'avoir une écoute de l'ensemble des usagers de l'université pour diriger cette université. Oui, et c'est pour ça, on le rappelle aussi,
je pense qu'on le rappelle jamais assez, les élections le 22 mars à l'université. Faut savoir qu'au niveau étudiant, c'était 5% de participation l'an dernier. Ça serait bien de faire mieux cette année. Bon, là, on est en mouvement étudiant, donc faut peut-être espérer que ça va mobiliser les gens vers l'urne. Mais en gros, nous, là, on présente une liste interassociative, la communauté de l'ASSO, que vous avez pu voir des affiches sur Lille 1, où on souhaite avoir un autre avis, un avis différent des groupements corpos ou de l'UNEF, plus de la base même, des associations, des gens qui sont terre à terre, et une vision différente où il y a une réelle négociation avec l'administratif ou les autres représentants qui n'ont pas ces mêmes idées d'ouverture démocratique et de prise de conscience, quoi. Ouais, il y a Philippe qui est avec nous de l'émission classique sans complexe. Et il est dans le studio un petit peu avant et Bonjour il souhaitait prendre la parole. Donc, j'écoute ce que dit Martin Benoît. Et Benoît, ce que disent Martin et Benoît. Et je me permets un petit commentaire personnel. Dans les débats actuellement sur la loi El Khomri, donc on voit les personnes qui sont sceptiques sur les manifestations arguer du fait que les syndicats étudiants ne représentent pas les étudiants à cause des pourcentages de votants. Donc Martin a tout à fait raison d'insister sur la participation, parce que c'est un contre-argument utilisé par ceux qui comprennent pas, refusent à ces manifestations une signification profonde. Donc en se mobilisant, les étudiants couperont l'herbe sous le pied à cet argument. Voilà ce que je veux. Oui, je suis totalement d'accord avec toi, Philippe. D'autant plus que on nous sort aussi depuis quelques semaines les taux de syndicalisation qui sont trop bas et voilà. Donc on peut que encourager les gens à se syndiquer et à se mobiliser lors des élections. Mais voilà. Mais les taux de syndicalisation bas sont, eux, compensés par les taux de participation plutôt importants lors des élections des représentants du personnel. Et quand ce sont des politiques qui disent ça, faut pas oublier que donc on est en France, il y a 3,5 millions à peu près de syndiqués en France. Il y a 10 fois moins dans l'ensemble des partis politiques. Ouais. Donc, qui nous disent ça, c'est un petit peu costaud et on remet pas en cause leur légitimité. Souvent, quand le journaliste dit « les jeunes se mobilisent », l'opposant, l'interlocuteur répond « des jeunes », pas « les jeunes ». Une partie des jeunes, voilà. Moi, ce qui me dérange aussi, là, quand j'entends un peu les médias ces derniers temps, par exemple, il y a un article de La Voix du Nord qui a été fait pour l'AG qui s'est passé donc mardi 8 mars à l'université Lille 1, donc au M1. Et cet article, il titre les étudiants de Lille 1 et la MJS mobilisée. Donc MJS, Mouvement Jeune Socialiste. Là, on comprend. Parce qu'il y a une photo de l'amphi au M1, donc il parle de des interventions en amphi. Par contre, nous, en amphi, il y a personne qui s'est présenté en tant que MJS. Et du moins, on n'en a pas vu. Donc ça nous énerve un peu d'être associés, étiquetés. Alors que là, clairement, on a mis de côté nos idées, nos étiquettes syndicalistes ou partis. Là, on est un mouvement étudiant, un mouvement jeune contre cette loi. Et on voit les médias qui peuvent pas s'empêcher. Je suis sûr, j'ai pas la télé, je regarde pas le JT, ça m'énerve à un point. Je préfère pas le dire. Mais je suis sûr qu'hier à la télé, ils disaient oui, les jeunes socialistes étaient dans la manif. Mais non, il faut dire, les jeunes étaient dans la manif. Il peut y avoir des jeunes socialistes qui sont contre leurs idées. Dans ce cas, ils auraient dû partir du Parti socialiste depuis longtemps. Ça, c'est mon avis. Mais là, c'est les jeunes qui sont dans la rue et pas, on va jouer sur des étiquettes, sur des identités. Et là, pour reprendre ton truc de syndiqués, ils vont dire, il n'y a pas assez de syndiqués et tout. En Allemagne, il y a peut-être 10 fois plus de syndiqués. Mais quand on voit que les directions syndicales sont vraiment très, très liées avec le patronat et qui t'ont fait passer des lois dans les années 2000, en défaveur du patronat avec suppression du SMIC en Allemagne, on peut se demander aussi, c'est peut-être mieux d'avoir moins de syndiqués et avoir un syndicat vraiment efficace pour les salariés qu'avoir des syndicats complices pour le patronat. Ouais, Philippe. Je me permets, pour en revenir au MJS, justement, là aussi, les personnes qui sont un peu sceptiques sur les manifestations insistent pour dire que cette question de la loi El Khomri est plus un problème de la gauche, d'une partie de la gauche contre la gauche. C'est un problème interne à la gauche. Voilà comment ils réduisent ces manifestations. C'est la gauche qui a un problème avec elle-même. Et que les mouvements de jeunes socialistes qu'on a vu à la télévision également, en première ligne, le reportage insistait sur leur présence, justement pour appuyer sur l'argument suivant. C'est un problème d'une partie de la gauche vers une partie de la gauche.
ce que ne manque pas de mettre en avant les sceptiques sur ces mouvements. Voilà, c'était une remarque libre. Sur les ondes de Radio Campus Lille 106,6 ou www.campuslille.com avec l'émission Derrière la vitrine, donc l'émission intersyndicale de Lille 1. Juste avant, un petit point agenda. Un petit point agenda. On a parlé tout le long de l'émission là de la fusion des universités. On a parlé aussi beaucoup de la loi El Khomri, des mobilisations. Donc il y a un point agenda à faire, notamment sur ce qui va se passer cette semaine, que ce soit au niveau étudiant ou salarié de Lille 1. Alors, nous déjà, pour ce qui est d'étudiants, on a une adresse mail. Si vous souhaitez avoir plus d'infos, vous mettez sur l'adresse mail, vous envoyez un mail. Après, vous recevrez toutes les infos. C'est Lille 1 _duo loi travail tout collé @Google Groups avec un S à la fin .com. Je répète, Lille 1 loi travail @Google Groups.com. Donc ça c'est pour les étudiants de Lille 1 qui souhaitent en savoir plus sur les mobilisations sur leur université. Et il y a un groupe Facebook aussi, il faut pas oublier Facebook, c'est quand même bien pratique. Étudiant-E-S, étudiante Lille 1 mobilisé-E-S contre la loi travail. Et donc au niveau des dates, nous on réorganise une AG. Donc mardi prochain, ça fera mardi 15 mars au bâtiment M1, donc le même bâtiment que Radio Campus, à l'Amphi Cauchy, où on pourra se retrouver devant l'Amphi. Et donc jeudi 17, il y a une manifestation prévue en après-midi pour les étudiants lycéens. Donc là, c'est pour histoire de lancer la mobilisation au meilleur de sa forme, notamment au niveau des universités qui s'activent. Et juste avant, sur Lille 1, il va avoir donc un rendez-vous à 11h30 à la Maison des étudiants pour faire un défilé sur l'université, histoire de ramener un maximum d'étudiants dans la manifestation, mais des étudiants conscients qui savent que cette loi est très dangereuse. Donc c'est pour ça qu'on va tracter aussi toute la semaine, qu'on va informer un maximum les étudiants, histoire qu'on ait le retrait total de cette loi. Donc pour les personnels, de notre côté, la mobilisation elle continue aussi. Vous pouvez, pour certains, j'ai croisé certains personnels dans les AG d'étudiants et ça fait pas de mal. La mobilisation elle va se préparer et on vous tiendra au courant évidemment pour le 30. Et par rapport aux élections, je voulais rappeler les rencontres thématiques de la liste CGT FSU qui se tiendront le mardi 15 de 12h30 à 13h30 à l'IUTA, l'Amphi 1A06, et ça parlera des ressources humaines et des moyens matériels. Et le vendredi 18 mars de 12h30 à 13h30, Amphi du Cerla au P5 bis, sur les conditions de travail et sur la vie sur le campus. Oui. J'en profite, j'ai oublié par rapport aux élections, donc il y a la communauté de l'ASSO, donc qui est une liste interassociative sur Lille 1, qui elle fait sa présentation de liste et une petite soirée musicale, et donc on va aussi faire un temps pour parler de la loi El Khomri, parce que ça rentre aussi dans le débat. Donc ça se passe vendredi 18 mars à la Maison des étudiants. Donc pour tous les étudiants qui se sentent concernés par les élections, et vous avez intérêt à être concernés, parce que 5% de participation c'est vraiment bas, donc allez voter le 22 mars. Même si on voterait pas pour la communauté de l'ASSO, allez voter quand même pour que les étudiants se sentent représentés en assemblée dans les constituantes politiques de la fac. Et donc on vous laisse avec l'émission Classique sans complexe avec Philippe, et on vous souhaite une bonne après-midi et on vous dit à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Issus d'un peuple qui a beaucoup dormi, nous sommes issus d'un peuple qui ne veut plus dormir. Issus d'un peuple qui a beaucoup dormi, nous sommes issus d'un peuple. Tout le monde debout. Prends ce nouveau son comme une invitation à la révolution. Comme dirait tonton, ils nous prennent pour des cons, ils nous endorment, nous embrigadent, nous prennent pour leur pantin. Ah c'est bon, assez soupé de leur baratin. Leur guerre de civilisation, leur fagnon, leur salade. Et choisis ton camp camarade, Washington ou Islamabad, ça me rend malade. Et on peut pas y échapper, partout, à la radio, dans les journaux, à la télé. Mais c'est quoi ce monde bordel? En tout cas je suis pas de la partie. Trop jeune pour mourir, trop vieux pour ces conneries. Tous ces politicards, ces soldats, ces jobards, s'ils viennent nous chercher, on saura les recevoir. Hey, debout, debout là-dedans. Motive tes troupes, ta clique, on lève le camp dealer. Qu'on veut pas de commentaires, que des combattants dealers. Qu'on veut pas de militaires, que des militants. Hey, debout, debout là-dedans. Motive tes troupes, ta clique, on lève le camp dealer. Qu'on veut pas de commentaires, que des combattants dealers. Qu'on veut pas de militaires, que des militants. Y'a urgence, faut qu'on se rassemble, qu'on se mobilise, qu'on s'organise, réalise, qui serait temps qu'on dramatise. En bas de chez Watt, y'en a qui crèvent la dalle, ça se part en live, et les chances sont inégales. Y'a plus de repères, les minots sont du père, le climat est tendu, on se croirait en état de guerre. Le message, c'est pour toi, toi, toi. Motive ta clique, ton